Belleville et Ménilmontant, le cœur battant de Paris. En ce dernier dimanche de mai, comme chaque année depuis 80 ans, Paris vient saluer les héros de la Commune. Pour ce peuple qui monte au mur, le souvenir est un combat. N'est-il pas l'héritier des prolétaires de 71, révoltés contre la trahison de leurs gouvernants et, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, saisissant le pouvoir entre leurs mains calleuses? Salut, Commune. Quand tu vins, la France agonisait, trahie, livrée, fondue. Il y avait eu le siège, Paris bombardé. Les longs mois de lutte héroïque contre l'envahisseur prussien. L'amour indivisible de la patrie et de la liberté soulevait le peuple de France. Vivre libre ou mourir. Chasser l'envahisseur. Mais pour le gouvernement dit de la défense nationale, le véritable ennemi, ce n'est pas le Prussien, mais le peuple en armes de Paris. Il capitule. Les soldats citoyens refusent la capitulation et gardent leurs armes. Leurs bataillons fédérés élisent un comité central pour remplacer les Trochus et les Bazaines. Ils veulent que ça change. Pour mater à tout jamais le Paris des révolutions, le chef du gouvernement, M. Thiers, veut profiter des baïonnettes ennemies. Il ouvre la ville à Bismarck et abandonne sur les Champs-Élysées les canons de la garde nationale. Les fédérés sauvent leurs canons, ces canons qu'ils ont payés de leurs deniers et de leur sang. Ils les emmènent à bras dans les faubourgs populaires, à Belleville, Ménilmontant, Montmartre. Les Prussiens entrent dans Paris. Mais aux limites des beaux quartiers se dressent les barricades. Les soldats de Guillaume, vainqueurs des armées de Napoléon III, n'osent pas se heurter à la résistance du peuple de Paris. Ils s'arrêtent aux grilles des Tuileries. Au lieu du Gai Paris, un banc aux Champs-Élysées. D'ailleurs, il n'y a plus de Gai Paris. La ville silencieuse fait peur aux vainqueurs. Ils se retirent hors des murs. Le gendarme étranger n'a servi à rien. Paris libre, vibrant d'indignation, assoiffé de justice, Paris garde ses canons.
Mais M. Thiers est pressé de faire payer la note de la guerre. Et pour cela, il faut d'abord pacifier Paris, comme disent les banquiers. Une politique de misère et de mise au pas des travailleurs se déchaîne brutalement. Le gouvernement décrète suppression de la solde des gardes nationaux. 300 000 hommes sans pain du jour au lendemain. Abrogation du moratoire des loyers. Chômeur, vous avez 48 heures pour payer 3 termes en retard. Sinon, c'est l'expulsion. Pour étouffer la protestation populaire, le gouvernement interdit les journaux républicains. Napoléon le Petit peut féliciter ses successeurs. D'honneur, messieurs, je n'aurais pas fait mieux. La République de M. Thiers frappe à la tête. Auguste Blanqui, le guide du prolétariat d'avant-garde, est condamné à mort. Comme jadis il l'avait été par les hommes de la monarchie, puis de l'Empire. Les canons de Montmartre sont toujours là, gage de la liberté de Paris. M. Thiers risque le grand coup, voler les canons. Dans la nuit du 17 au 18 mars, ses troupes se répandent dans la ville endormie. Le faubourg s'éveille. La garde nationale bat le rappel. Les femmes se jettent les premières au devant des soldats. Feu sur le peuple. Feu! Feu! Les soldats fraternisent avec le peuple de Paris. Les petits hommes qui gouvernent, ils font la pluie et le beau temps. Ils ont de l'or et des casernes, mais leur pouvoir n'aura qu'un temps. Les gouvernants de contrebande, c'est tout cela qu'il faut briser. La voix du peuple vous commande, fraternisez, fraternisez. Gloire au grand jour de la commune, peuple et soldats main dans la main. La République il n'en est qu'une. C'est la fuite à Versailles. Défilez, messieurs les ministres. Paris est maître chez lui. Le comité sans garde nationale organise des élections communales. Citoyens, ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant votre propre vie, souffrant des mêmes maux. Choisissez des hommes du peuple, résolus, actifs, ayant une honnêteté reconnue. Vous aurez enfin inauguré la véritable représentation populaire, vous aurez trouvé des mandataires qui ne se considéreront jamais comme vos maîtres. Le 28, le comité central remet ses pouvoirs à la commune, premier gouvernement du peuple par le peuple. Quelle journée! Il y a là de quoi griser d'orgueil et de joie l'armée victorieuse des républicains. Embrasse-moi, camarade, qui a comme moi les cheveux gris. Et toi, marmot qui joue aux billes derrière les barricades, viens que je t'embrasse aussi. Nous avons saigné et pleuré pour toi. Fils des déshérités, tu seras un homme libre. On proclame les élus.
Delécluze, l'homme de toutes les insurrections depuis 1830. Malon, militant de l'Association internationale des travailleurs. Guest, membre de l'Internationale, élu du Faubourg Saint-Antoine. Eugène Varlin. Eugène Varlin, ouvrier relieur, membre fondateur de l'Internationale, organisateur du mouvement ouvrier français. Flourens, jeune savant, disciple de Blanqui, élu de Belleville. Édouard Vaillant, ingénieur, membre de l'Internationale. Eugène Potier, poète, élu de Montmartre. Gustave Courbet, peintre, élu du Luxembourg. Jules Vallès, écrivain et journaliste, élu de Vaugirard. Jean-Baptiste Clément, chansonnier poète, élu de Montmartre. Léo Frankel, révolutionnaire hongrois tellement dévoué à la cause du peuple de France. La commune siège au grand jour, au cœur même du peuple de Paris. Ses membres votent les lois, les font appliquer et sont responsables devant leurs électeurs qui peuvent les révoquer s'ils manquent à leur devoir. La commune au pouvoir brise l'appareil d'oppression de l'État bourgeois. Parlement truqué, police et tribunaux serviles. La commune, vraie démocratie, la première ébauche de la dictature du prolétariat, gouvernement honnête, aucun traitement n'excède celui d'un ouvrier qualifié. Fini le temps où l'on prenait du ventre à la santé des électeurs. Fini l'armée de métier, instrument de répression populaire et de coup d'État. La défense est désormais assurée par la totalité du peuple en armes, organisé dans la garde nationale. La religion étant affaire privée, la séparation de l'Église et de l'État est proclamée. Enseignement laïque et gratuit pour tous. La commune adopte la proposition de Louise Michel. Le grand peintre Courbet est l'animateur de la Fédération des artistes, qui ouvre largement au peuple bibliothèques et musées. Les travailleurs au pouvoir décrètent remise immédiate de 3 termes aux locataires, réquisition des maisons des riches, enfuis à Versailles, en faveur des sinistrés et des mal logés, suppression du mont-de-piété et restitution de leurs biens aux pauvres, institution d'un moratoire du commerce. Voici sauvés de la faillite des centaines de boutiquiers et artisans qu'avaient ruiné la guerre et la politique antipopulaire de Monsieur Thiers. Le travail de nuit dans les boulangeries est supprimé, après consultation des associations ouvrières. Elles apportent à la commune conseils, suggestions et soutien dans l'élaboration. La pratique des amendes est interdite. Les fabriques abandonnées par leurs propriétaires sont remises en marche par les travailleurs qui en organisent eux-mêmes la gestion. En 2 mois, la commune fait plus pour les travailleurs que la bourgeoise Troisième République ne fera en 70 ans. Paris apprend le bonheur à l'univers tout entier. Qui veut que le peuple règne, c'est Paris. Qui refuse qu'on le plaigne, c'est Paris. Qui sait rire quand il saigne, c'est Paris. Celui que les bourgeois craignent, du monde fort enseigne, c'est Paris, c'est Paris, c'est Paris. Paris n'a jamais été aussi passionné. Partout, la commune suscite. Les femmes sont les plus ardentes. Elles fondent l'Union des femmes et créent dans tous les quartiers des comités de vigilance. 2000 citoyens réunis au Club Saint-Séverin demandent à l'unanimité que la commune s'empare de la Banque de France. Mais la fortune du pays, bloquée pourtant dans Paris, est laissée aux mains des complices de Versailles. Les erreurs et les faiblesses sont nombreuses. Il manque à la commune, trop souvent divisée, un grand parti et organisé capable d'appliquer le socialisme scientifique. La théorie révolutionnaire de Karl Marx, qui remue le monde en faveur de Paris et ne ménage à la commune ni sa peine, ni ses conseils. Manque aussi celui qui, du fond de son cachot, fait encore trembler la bourgeoisie, Auguste Blanqui, l'enfermé. Des communes éclatent en province, à Lyon, Marseille, Toulouse, Narbonne, Limoges, Montpellier et bien d'autres villes encore. Encerclé par les baïonnettes versaillaises et allemandes, Paris s'efforce de détruire le mur de calomnie et de mensonges qui l'isole de la province. On charge de tract quelques ballons. Ils s'élèvent au-dessus de la ville
communiquant à la France entière le grand souffle de fraternité qui fait battre le cœur de Paris. Paris s'adresse aux ouvriers, aux paysans. Frères, on te trompe, nos intérêts sont les mêmes. Paris veut, écoute bien ceci, travailleurs des campagnes, pauvres journaliers, petits propriétaires que ronge l'usure. Vous tous qui semez, récoltez pour que le plus clair de vos produits aille à quelqu'un qui ne fait rien. Ce que Paris veut, c'est la terre aux paysans, l'outil à l'ouvrier, le travail pour tous. Quoi qu'il arrive, rappelez-vous bien ces paroles, car il y aura des révolutions dans le monde jusqu'à ce qu'elles soient accomplies. À Foix, à Périgueux, à Vierzon, les cheminots renversent les canons, arrêtent les trains de munitions versaillais. Mais les communes de province, malgré tout isolées de Paris, sont écrasées. Thiers recrute et organise à Versailles l'armée de la Terreur Blanche, une armée de prisonniers bonapartistes restitués par Bismarck, de chouans royalistes, de gendarmes et de mouchards. Les Versaillais ouvrent le feu sur Paris. La commune comprend, mais trop tard. Elle décide de marcher sur Versailles. Mais la sortie, mal préparée, se termine par un échec. Monsieur Thiers fait fusiller tous les prisonniers. Le second siège de Paris commence. Bismarck se contente cette fois de bloquer une moitié de la ville. Thiers attaque l'autre. La commune organise sa défense. La commission de la guerre dirige les opérations. Elle nomme général un révolutionnaire polonais, Dąbrowski, accouru à Paris mettre son épée et son sang au service de la liberté. Tenu par quelques bataillons, les forts résistent et reculent. Les canonniers se battent comme des lions. Les enfants sont des hommes. Le marin d'Orange se distingue par son tir. Nous mourrons tous volontiers pour la grande cause de la liberté. Les femmes portent au tranché le linge et la gamelle, comme elles faisaient au chantier. Tirez sur les ambulances! Ordre de M. Thiers, qui se moque bien de la Convention de Genève. Le 21 mai, à la suite d'une trahison, les Versaillais s'infiltrent dans Paris. Mais le Paris de la révolte est debout. Allons, citoyens, un coup de main pour la République. En avant la pioche et le pavé, on ne dormira plus désormais. La nuit de mai gronde et scintille. Qui donc est mort? Savez-vous qui? Sur les pavés de la Bastille, c'est le général Dąbrowski, le général de la Commune. Battez tambour, sonnez clairon. Paris défile au clair de lune. Le général est mort au front. Nous entends-tu livrer bataille? Oui, général Dąbrowski. Le Paris de tes funérailles, c'est le salut et le bloc. Pendant 8 jours entiers, heure par heure, pierre par pierre, le peuple de Paris se bat à 1 contre 10.
Paris brûle. Réjouissant spectacle pour les yeux de Bismarck, qui, suprême complicité, prête à Monsieur Thiers la zone allemande pour prendre à revers les fédérés. La commune est perdue. Mais déjà, ce n'est plus pour elle, ce n'est plus pour eux que meurent les héros. Paris livre bataille au nom de l'avenir. L'ultime résistance s'est concentrée autour du cimetière du Père-Lachaise. La dernière barricade de la commune tombe le dimanche 28 mai. Ils ont collé au mur des maisons ouvrières le père silencieux et la mère en prière. Et la fille et le fils qui attendaient debout, le front dans la lumière et les pieds dans la boue. Les morts abandonnés des fossés de Vincennes, la traînée de son noir